Alors, messieurs, dames, bienvenue à nouveau à un épisode du podcast Autour d'un verre. Je voulais premièrement commencer par remercier les invités que j'ai eus lors des dernières semaines. Ça a été franchement vraiment agréable de pouvoir discuter. Puis vous avez vu, là, on essaie d'alterner un peu entre des invités plus axés sur le golf et des invités axés un petit peu plus sur le vin. Et en fait, j'ai eu une recommandation que j'ai trouvée franchement intéressante. Alors, je me suis dit, tiens, on va prendre une pause d'avoir des invités de l'extérieur pour une semaine. Je serai de retour avec un invité la semaine prochaine que j'ai vraiment hâte de vous présenter, mais je vous en dis pas plus pour garder un petit peu de suspense. Alors, l'idée qui m'a été proposée, c'est d'en apprendre un peu plus sur moi. Donc, ce que je vais faire, j'ai quelques questions ici qui m'ont été posées par des gens avec qui j'ai échangé là, par rapport à mon projet, puis comment j'ai décidé de vouloir faire un podcast. Et puis, les gens, c'est super intéressant, Jean-Charles, là, d'apprendre un petit peu les deux domaines au travers de mes invités, de mettre en lumière un peu les jeunes ou les futures vedettes de notre sport, ainsi là, que des athlètes professionnels aguerris comme la semaine passée avec Carl Dykhouse. Mais voilà, alors cette semaine, concept un peu particulier, je vais me passer en entrevue avec les questions que j'ai reçues. Donc, sans plus tarder, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport au rôle de directeur golf. Donc, je suis directeur golf d'un club privé à 36 trous, donc au Blainvilliers, comme plusieurs sûrement sont au courant. Mais il y a beaucoup de monde qui me pose la question, un directeur golf, ça fait quoi? Puis c'est quoi la grosse différence entre un directeur golf puis un professionnel en titre? Puis je vous dirais que ça change vraiment d'un club à l'autre. Donc, c'est pas tous les clubs de golf qui ont des directeurs golf. Mais nécessairement, c'est tous les clubs de golf qui ont un professionnel en titre. Donc, des fois, le rôle du professionnel en titre et du directeur golf vont être combinés. Dans notre cas, 36 trous, beaucoup de membres avec un membership qui évolue. J'en ai déjà parlé dans le podcast. C'est un membership qui est changeant. Donc, on voit là de plus en plus d'effervescence des membres corporatifs, des membres familiaux un petit peu plus jeunes, ainsi que certains membres de d'autres clubs de golf qui décident d'avoir besoin d'un vent de changement ou, par exemple, là, sur la rive nord, il y a un club de golf qui a fermé, donc qui est en rénovation, donc pendant 2, 3 ans, mais il y a quelques membres qui se sont joints à notre club. Mais donc, pour revenir à la question, un directeur golf, ça fait quoi? Ça s'occupe de l'expérience golf au terrain. Ça veut dire quoi, ça, l'expérience golf? Puis, il y a une question qui va vraiment relier tout ça. Euh, si on, en fait, la question, elle est ici, je vais la retrouver, désolé. Euh, la différence entre gérer un club de golf et créer une expérience pour les membres, c'est quoi ma philosophie? Et c'est là que je veux en venir avec le poste de directeur golf. Donc, mon travail, c'est de m'assurer que les membres au club, ainsi que leurs invités, ainsi que les invités donc dans des tournois corporatifs, vivent une expérience. Et ça, pour moi, c'est le plus important dans un club, surtout dans un club privé, c'est de réussir à créer cette expérience-là du moment que la personne, elle arrive, donc elle traverse la clôture et entre sur le terrain du Blainvilliers, donc de l'entrée, de l'accueil, de la façon qu'on les reçoit, de la façon qu'on reconnaît les membres et surtout l'expérience qu'on est capable de leur donner sur les parcours avec deux terrains dans notre cas de championnat, avec des parcours qui sont super agréables à jouer, mais c'est aussi là, de leur permettre d'avoir les départs qu'ils veulent, de leur permettre de vivre des expériences au terrain d'exercice avec la technologie Top Tracer là, chez nous au terrain d'exercice avec des balles de qualité, avec des installations de qualité, d'avoir accès à des professionnels de qualité, donc des enseignants, mais aussi, donc, mon double rôle, et d'où l'idée m'est venue le podcast autour d'un verre, de vivre aussi après la ronde, donc sur la terrasse, de pouvoir prendre des bons cocktails, des bonnes bouteilles de vin, des verres de vin même, parce que c'est pas à tous les jours qu'on veut nécessairement prendre une bouteille, mais c'est l'expérience globale et c'est ça au final. Le rôle d'un directeur golf, c'est de créer une expérience et éventuellement cette expérience-là va faire en sorte que les membres se sentent privilégiés. Les membres, il faut savoir, dans notre cas, sont actionnaires, donc sont propriétaires en partie là, du club de golf. Et donc, c'est notre responsabilité en tant qu'équipe. Donc, c'est pas juste moi, mais c'est l'équipe aussi derrière moi
de créer cette expérience-là franchement rehaussée. Donc, le rôle d'un directeur golf, c'est ça. Pour certains, il y en a qui sont au courant. Je suis sur le conseil d'administration de la PGA du Québec et à chaque année, les professionnels, on a un système de méritas. L'année passée, j'ai eu l'honneur, le privilège de remporter le rôle de professionnel en titre de l'année. Et ça, honnêtement, c'est une reconnaissance des pairs. Donc, c'est mes collègues par un processus de nomination. Euh, j'ai remporté l'honneur de professionnel en titre de l'année au Québec et il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est super le fun, cette reconnaissance-là, mais qu'est-ce que ça te donne ou qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir? Mais ça, honnêtement, c'est une tape dans le dos, c'est un milieu qui est franchement exigeant, travailler dans le monde du golf. Et le fait d'avoir cette reconnaissance-là de professionnels que je respecte énormément, ben, ça m'a simplement juste donné un autre petit coup de pouce de vouloir continuer à innover, de vouloir continuer à travailler. Mais honnêtement, de voir tout le parcours qui a été accompli grâce à plusieurs professionnels qui m'ont mentoré, qui m'ont coaché. Franchement, ça, donc de remporter le titre de professionnel, le titre de l'année, ça m'a simplement donné un petit coup de pouce de vouloir continuer. Euh, Question vraiment, vraiment intéressante. Si le club de golf, puis ainsi que moi-même avec des nouveaux projets, on veut constamment innover. La question ici, c'est comment décides-tu si une nouvelle idée en vaut la peine d'être mise en place? Puis je pense que ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui m'a été inculqué dans le monde de la restauration. Innover, c'est une excellente chose. C'est super important, tant dans le monde du golf que dans le monde du vin. C'est important de toujours en vouloir un peu plus. Mais ce qui est le plus important et ce qu'on semble peut-être oublier, c'est de s'assurer que les idées qu'on a mis en place ou que les projets qu'on entame, qu'on les intègre comme il faut et qu'on puisse les mener au maximum de ce que ce projet-là peut être. Qu'est-ce que je veux dire par là? De vouloir toujours changer une carte des vins, de vouloir toujours apporter des nouveaux produits, c'est pas nécessairement une bonne chose. Ce qui est important, c'est de bien cerner ce que les clients veulent, de pouvoir leur offrir cette expérience-là, mais de s'assurer que les produits qu'on met sur une carte des vins, par exemple, ben, on leur donne la chance, on leur donne le temps. Si je me fie simplement aux ventes, exemple, du premier mois, puis qu'il y a un vin qui ne s'est pas vendu du tout, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut que je le retire. Ça veut simplement dire qu'il n'a peut-être pas bien été expliqué à nos serveurs, qu'il n'a peut-être pas été mis dans la bonne catégorie, ou des fois, c'est juste simplement de l'essayer au verre pour que les gens puissent y goûter, puis ensuite de le ramener à la bouteille pour que les gens se disent, hey, ce vin-là qu'on a goûté la semaine passée, je vais en prendre un verre, je vais y goûter vu que c'est nouveau, on ne se commet pas à la bouteille au complet. Ben ça, des fois, ça fait une très, très grosse différence. Et je vais y revenir tantôt avec ma recommandation de vin cette semaine. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut aller sur des vins qui sont super populaires, super connus, mais il faut simplement les travailler. Et c'est la même chose dans le monde du golf. Dans le monde du golf, on a toujours tendance à vouloir en faire plus, innover, donner plus de leçons, donner plus de possibilités de départ, des nouveaux tournois. Mais des fois, c'est pas nécessairement d'arriver avec quelque chose de nouveau, mais c'est simplement de revisiter les idées qu'on a déjà, mais d'améliorer cette expérience-là, donc de rehausser le niveau de service qu'on offre déjà. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes et des moins jeunes, mais je veux dire des nouveaux arrivants dans l'industrie du golf qui veulent arriver avec des nouvelles idées. On veut innover. Et moi, le premier, quand je suis arrivé au club de golf, j'avais plein d'idées, plein de choses. Moi, je vais révolutionner le monde du golf. Et c'est pas nécessairement ça que les clubs de golf recherchent. Ce qu'ils recherchent, par contre, c'est de faire les mêmes services ou d'offrir les mêmes services aux gens, mais avec un niveau rehaussé. Ils ne cherchent pas nécessairement à dire, ben moi, je vais arriver avec un terrain de golf qui va avoir 27 trous, ou il va avoir 14 trous. Non. Un parcours de golf typique, c'est 18 trous, mais comment est-ce que je peux faire vivre une expérience différente, rehaussée, chez nous, qui va me différencier de d'autres clubs de golf? Donc, oui, l'innovation, c'est important. Puis oui, l'innovation, elle est importante parce qu'à un moment donné, on ne veut pas stagner. Par contre, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de revisiter les choses qu'on fait déjà et peut-être d'essayer de l'amener à un autre niveau. Et c'est là, selon moi, le défi de tout grand gestionnaire, de tout grand sommelier.
c'est de mieux travailler les projets qu'on a déjà entamés. Et c'est souvent là qu'on devient en contrôle de nos projets et qui nous permettent par la suite d'évoluer et d'en amener un autre peut-être à terme ou qui sait de mettre de l'avant des nouvelles idées, mais toujours en s'assurant qu'une idée, tant qu'elle n'est pas amenée au maximum puis qu'on n'a pas fait le tour de la question, ben, il ne faut pas tout de suite abandonner sur ce projet-là. Alors voilà, ça fait le tour de l'innovation, tant dans le monde du golf que dans le monde du vin. Je pense que c'est important d'innover, mais c'est important aussi de bien faire les choses telles qu'elles sont depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce qui me motive à me dépasser? Puis honnêtement, ça, c'est une question qui revient souvent. Tu sais, ça fait 4 ans que je suis au même club de golf. J'ai fait un autre club de golf avant, 3 ans. Même dans le monde de la sommellerie, dans le monde de la restauration, j'ai travaillé pour une grosse chaîne pendant 6 ans et demi. Puis qu'est-ce qui te motive toujours à vouloir te dépasser? Je pense que c'est justement cette quête-là, de toujours amener ça à un autre niveau. Donc, on finit une saison, on prend un peu de temps pour se reposer parce que c'est des saisons qui sont franchement exigeantes. Mais après ça, c'est de dire qu'est-ce qui me pousse à me dépasser. Puis des fois, quand il n'y a plus de défis, mais c'est là qu'on veut changer. Mais lorsque nous, on s'impose ces défis-là, de toujours vouloir rehausser, c'est là que ça devient franchement intéressant. Puis avec la carte des vins, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par le volet vin de mon travail, en fait. Qu'est-ce qui est le fun de travailler une carte des vins? C'est justement d'analyser puis de regarder un peu les habitudes de consommation. Puis là, on tombe un petit peu plus dans l'analyse. Mais le défi, c'est d'essayer de trouver la nouvelle pépite que les membres vont adorer. Puis moi, c'est ça qui me passionne, c'est d'arriver avec un nouveau produit que j'ai dégusté avec un représentant. Il y en a un d'ailleurs qui est venu nous rencontrer là, il n'y a pas si longtemps. Puis honnêtement, ça a été tellement agréable parce que c'est un produit qu'on connaissait déjà, mais qu'on n'avait jamais vraiment mis de l'avant. Et là, on a décidé de l'intégrer dans notre carte des vins. Et moi, c'est ça, le côté dépassement d'arriver avec des nouveaux produits puis de dire, moi, je veux m'assurer de faire le maximum possible et imaginable pour que ce produit-là fonctionne, pour mettre de l'avant des nouveaux producteurs, mettre de l'avant des nouvelles appellations, des fois mettre de l'avant des nouveaux cépages. Il y a des cépages qui sont franchement méconnus, mais qui méritent à 100% notre attention. Et c'est mon travail en tant que sommelier de former non seulement les employés pour qu'ils puissent, eux, par la suite, informer notre clientèle, mais, euh, mais c'est aussi moi de former la clientèle en leur amenant des nouveaux produits, en leur parlant de ces produits-là et de les mettre de l'avant. Euh, Côté vin, il y a beaucoup de gens qui me disent, puis en fait, qui me font la même remarque. Moi, je trouve ça tellement intimidant, le monde du vin, parce que c'est infini. Je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas si je vais aimer ça. Et la question, c'est comment est-ce que tu fais pour t'y retrouver là-dedans? C'est certain que plus on goûte, puis j'en ai déjà parlé, plus on goûte, plus on apprend à développer notre palais, mais plus on apprend à cerner ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans un vin, sans nécessairement être capable de mettre les mots juste exacts qu'on retrouverait dans des cours de sommellerie. Euh, il faut goûter, il faut essayer, il faut sortir de sa zone de confort aussi, mais ça prend aussi une certaine connaissance et surtout, je vous dirais, une certaine mémoire. Il y a tellement de gens qui me parlent d'un vin qu'ils ont goûté dans un restaurant. Écoute, l'étiquette était rouge, ça venait d'Italie, je pense. Prenez des photos. Prenez des photos, prenez votre application SAQ, scannez-les, mettez ça dans vos favoris. Puis souvent, c'est là où on arrive à avoir des recommandations similaires. J'ai adoré ce Chianti de telle maison, ou j'ai adoré, peu importe, ce Bordeaux, ce Saint-Estèphe sur la rive gauche. Ben, c'est là, après ça, qu'on est capable de dire, bon, ben moi, j'aime les Saint-Estèphe à dominance de Cabernet Sauvignon avec du Cabernet Franc. C'est ça qui me fait triper. Sur des vins blancs, j'ai goûté ce vin blanc-là, c'était super bon, mais je me rappelle pas c'est quoi. Quand vous allez en restaurant, et ça m'amène à la prochaine question que je trouve franchement intéressante. euh, Quand tu t'en vas dans un restaurant, euh, comment est-ce que tu fais pour choisir? Je vais essayer de la retrouver, là. Ouais, la question, tu arrives au restaurant avec des amis, ils te disent, choisis le vin. Quelle est ta façon de procéder avant même de regarder la carte? Donc, tu t'en vas dans un restaurant, tu ouvres la carte des vins, il y a 7 pages. Comment est-ce que tu fais pour t'y retrouver? C'est une excellente question. Souvent, on peut demander des conseils à l'équipe de service, on peut peut-être demander dans des restaurants peut-être un petit peu plus haut de gamme. Il y a des sommeliers sur place qui peuvent vous aider. Maintenant, les sommeliers, ce qu'ils vont faire, et c'est le conseil que je vais vous donner, ils vont vous poser des questions. Ils vont vous poser plein de questions. Qu'est-ce que vous mangez? On commence toujours avec ça.
Pourquoi on commence avec ça? Parce que même si vous avez des préférences, bien, dépendamment de ce que vous mangez, si c'est juste, vous allez prendre des entrées, vous allez prendre un poisson blanc, vous allez prendre une viande rouge, vous allez prendre un plat qui est épicé, vous allez prendre un plat qui a une sauce, bien, c'est là qu'on va commencer à faire l'accord 20 mai, mais sans nécessairement aller dans le côté un petit peu trop élaboré. Quand vous allez dans un restaurant, recherchez au début, recherchez des pays que vous aimez, recherchez des appellations que vous connaissez. Euh, des fois, c'est facile de trouver un vin. Ah, ce vin-là, je l'ai déjà bu, je vais le prendre. Mais si vous y allez vraiment juste avec le pays et la région, je reviens avec mon exemple de Bordeaux. Si vous allez en France, à Bordeaux, bon, ben, rive gauche, dépendamment comment la carte des vins est faite, ben, si vous voyez un Saint-Estèphe, vous voyez un Pauillac, ben, déjà là, ça peut vous donner des idées. La carte des vins, habituellement, et comment moi je la bâtis. Moi, je la bâtis vin blanc, vin rouge, rosé, mousseux, séparés. Quand même assez facile. Par la suite, je vais y aller justement par pays et je vais y aller après ça par région. Dépendamment d'où on est, des fois, là, on peut vraiment détailler ça, comme je vous dis, la France, Bordeaux, rive gauche, rive droite. Après ça, on peut aller, si on est sur la rive droite, là, on peut aller à Saint-Émilion ou à Pomerol. Mais en Italie, c'est important de séparer ça, je pense, pour aider la clientèle, de séparer ça justement pour que la clientèle puisse s'y retrouver. Puis par la suite, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Ma carte des vins est toujours faite selon le prix. Donc, pas nécessairement là, les plus chers, les moins chers aux plus chers euh, au sein de la carte, mais dans chacune de mes catégories sont divisées comme ça parce que veut pas. C'est pas tout le monde qui a le même budget. Puis moi, de voir un vin à 62, 94, 56, 108, je trouve que c'est pas super bien organisé. Et l'objectif d'une carte des vins, à la base, il faut se rappeler que ça soit simple pour le client de s'y retrouver. Puis pour votre équipe de service, c'est facile. Ben, c'est quoi votre budget? Si quelqu'un vous pose cette question-là, le serveur va dire, parfait, je vais vous recommander un vin. Quel est votre budget? Parce que c'est certain que ça va peut-être éliminer le trois quarts de la carte ou, à l'inverse, ça va peut-être ouvrir la carte au complet. Vous célébrez quelque chose, puis le budget, on y va, on se gâte, on se fait plaisir. Donc, le type de vin, qu'est-ce que vous aimez boire habituellement? Retrouvez les pays, retrouvez les appellations, retrouvez peut-être même des cépages que vous connaissez, puis par la suite, établissez un budget donc, que vous voulez dépenser. C'est sûr que quand on se retrouve, je vais juste prendre un vin au verre, ben là, tous les vins vont être mis ensemble, peu importe le pays, peu importe la région. Mais là, ils vont être classés par prix, donc dépendamment de votre budget. C'est une autre bonne façon aussi de s'y retrouver. Euh, le plus grand mythe dans le monde du vin. Puis ça, j'en ai déjà parlé. J'ai fait un épisode sur les mythes et sur les choses un peu surprenantes. Mais je vous en ai parlé. Les températures de service, on a toujours, toujours, toujours tendance à servir les vins un petit peu trop froids. Et c'est souvent là qu'on va venir cacher les arômes. Le plus grand mythe côté golf. Et ça, je pense que c'est absolument important. J'en ai déjà parlé. La carte de pointage, on la met aux poubelles. Le plus grand mythe au golf, c'est le score qu'on va jouer. Donc, il faut absolument tenir le score pour que le golf soit plaisant. Et la deuxième chose, tout le monde joue des jalons beaucoup trop loin. Je vous l'ai dit, je vous le répète, puis je pense que c'est important qu'on l'aborde, puis avec cette question-là. Le plus grand mythe au golf, c'est parce que je suis un homme, il faut que je joue des bleus. Ou parce que je suis une femme, il faut que je joue des rouges. C'est absolument faux. Il n'y a aucune obligation et de plus en plus, les clubs de golf utilisent des systèmes de numéros pour leurs jalons. Jalons 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, 12, 20, peu importe combien de jalons il y a. Le jalon n'est pas genré. Donc, ça ne veut pas dire que parce que je suis X, il faut que je joue de ces jalons-là. Ça, c'est pas vrai du tout. Amusez-vous, ayez du plaisir, jouez du golf avec vos amis, puis la carte de pointage, si vous ne voulez pas vous prendre au sérieux, puis vous voulez avoir du plaisir, gardez pas le pointage, ou gardez-le, puis peu importe, prenez la carte après, puis amusez-vous. C'est pas grave. C'est le plus grand mythe au golf, c'est justement qu'il faut que je joue des jalons vraiment, vraiment trop loin. Euh, un des plus beaux voyages, puis ça, je trouve ça intéressant, puis je vais vraiment le scinder en deux. Un des plus beaux voyages que j'ai fait qui m'a permis de découvrir. En fait, le golf, il y en a deux. Il y en a un tout récemment au Panama, visiter
deux resorts avec des amis professionnels et avec des amis dans une agence qui nous ont amenés là-bas au Panama. J'ai découvert, oui, des terrains de golf, super le fun à jouer, mais j'ai découvert une gastronomie, donc vraiment, la nourriture là-bas au Panama m'a franchement impressionné. Des produits qui sont frais, des plats qui sont pas nécessairement copieux, des plats qui sont extrêmement savoureux. Puis c'est certain que le Panama est pas un très grand producteur de vin. Par contre, ils ont des produits absolument qualitatifs. Donc, le Panama, ça a été une super belle surprise et peut-être le voyage d'une vie. Et ça, je vais en reparler avec un invité éventuellement. Mais pour tout golfeur, j'ai jamais eu la chance d'aller à St. Andrews, mais j'ai eu la chance d'aller à Bandon Dunes. Vous voyez le toutou qu'il y a là. J'ai une casquette de Bandon Dunes. Tout le monde qui a été à Bandon Dunes, premièrement, c'est beaucoup de terrains de golf au même endroit. C'est des parcours qui sont le long de l'océan. Si jamais vous avez la chance d'aller voir sur leur site Bandon Dunes, c'est 2 ans d'avance qu'il faut réserver pour aller là. Euh, Moi, Bandon Dunes, ça a changé la façon que je me comporte en tant que professionnel de golf. Pourquoi? Parce que le service à la clientèle, la façon qu'on a été reçu, le système de navette sur les 7 parcours avec le par 3, les différents restaurants un peu partout, les terrains d'exercice, partout où on va, les gens qui nous voient, qui nous rencontrent, tout le monde est intéressé de savoir d'où on vient. Et puisque c'est une destination qui est de plus en plus prisée, il y a du monde partout à travers le monde qui veulent aller jouer à Bandon Dunes. On est en Oregon. Et le service à la clientèle, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et quand on parle d'expérience rehaussée, Bandon Dunes, c'est de loin une des plus belles expériences de golf que j'ai vécues. Voyage de vin, j'ai eu la chance de voyager quand même un peu. Et je vous dirais que j'en ai déjà parlé, mais d'aller dans la région de Niagara, moi, c'est quelque chose que j'adore. De découvrir des produits canadiens, mais tout l'esprit autour du village. Donc, quand on se promène, premièrement, il y a des vignobles des deux côtés de la rue. Euh, mais le côté un petit peu, je veux pas dire agricole, mais le côté très, très simpliste, vraiment pas loin de chez nous. Tout le monde est là pour t'expliquer un peu leur philosophie et leur façon de faire leur vin, puis de pouvoir déguster donc des vins de glace qui sont des produits que j'affectionne particulièrement. J'ai absolument adoré. J'ai eu la chance de voyager, d'aller en Europe lorsque j'étais un peu plus jeune et de visiter parmi les plus grandes propriétés de Bordeaux. Euh, Ce que j'ai aimé là-bas, donc si jamais vous avez la chance d'aller à Bordeaux, et d'ailleurs, il y a des super beaux terrains de golf à Bordeaux, donc vous pouvez combiner les deux ensemble. Donc, Bordeaux, voyage absolument, absolument à faire, donc du côté vin. Alors voilà. On poursuit rapidement, puis là, c'est des petites questions rapides que j'ai. Bordeaux ou Bourgogne? Bon, moi, c'est là-bas, c'est Bordeaux. Vous avez rencontré AJ. AJ, c'est Monsieur Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'est mon choix. Vieux monde ou nouveau monde, qu'est-ce que ça veut dire vieux monde? On parle de l'Europe. Nouveau monde, on parle donc partout, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, Mexique, name it, Chili, Argentine. Je me cacherai pas, je suis un fan des vins d'Italie, je suis un fan des vins européens, donc je vais devoir choisir vieux monde. Rouge, blanc ou champagne? Il n'y a pas de mauvaise journée sans bulle. J'adore la champagne, donc pour moi, ça serait la champagne. Le vin le plus sous-estimé, les vins les plus sous-estimés, ça fait plusieurs fois que j'en parle, donc les vins du Chili et les vins de l'Argentine, donc une maison que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Errázuriz. J'irai avec les vins les plus sous-estimés, les vins du Chili. Meilleur rapport qualité-prix en ce moment, tout ce qui est Autriche, les vins blancs d'Autriche, les vins blancs allemands, l'Alsace, la Loire, des vins blancs de soif qui sont vraiment, vraiment le fun. Donc voilà, ça serait pour moi, rapport qualité-prix des vins blancs de soif. Accord 20 000 dont je ne me lâche jamais, donc je vous l'ai dit, ça n'a pas nécessairement besoin d'être un champagne, mais pour moi, mousseux et sushi, si jamais vous avez la chance. Donc, un bon mousseux, ça peut être un mousseux rosé, ça peut être un blanc de blanc, ça peut être un crément, mais mousseux et sushi, j'adore. Une bouteille que je rêve de goûter. Bon, bouteille que je rêve de goûter, il y en a tellement, il y en a plusieurs.
Mais je vous dirais que ça, c'en est une bonne. En fait, savez-vous quoi? Je vais aller un peu champ gauche, donc la maison Grange. J'aimerais ça goûter à Penfold Grange, qui est leur vin fort, très très dispendieux. Une maison Penfold qui honnêtement fait très très bien à travers du monde du vin. Mais Grange de Penfold, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Côté golf, en rafale. euh, Le plus beau compliment qu'un membre nous a déjà fait, honnêtement, c'est de sentir qu'il se sente dans un resort. J'en ai parlé tantôt, le service à la clientèle, puis surtout de donner notre accessibilité, donc d'être présent, à l'écoute. Ça, je pense que c'est peut-être le plus beau compliment qu'un professionnel de golf peut recevoir. La décision qui m'a le fait le plus grandir, ça, c'est vraiment une bonne question. Euh, Étonnamment, c'est de partir d'un club de golf et de commencer une nouvelle expérience, donc d'aller voir ailleurs. Puis ça, je vous encourage, puis ça fait plusieurs fois que j'en parle. C'est pas nécessairement toujours de boire le même vin ou d'aller jouer le même terrain. Mais la décision qui m'a fait le plus grandir, c'est d'aller voir ailleurs et de vivre une nouvelle expérience. À ce moment-là, je pensais peut-être pas que c'était la meilleure décision, mais après quelques années, avec un peu de recul, là, de partir et d'aller dans un autre club de golf, c'est celle qui m'a fait le plus grandir, assurément. Euh, Si je pouvais revivre une seule journée de ma carrière, laquelle ça serait, ben c'est certain que mon premier tournoi professionnel à Beaconsfield, ça a été vraiment spécial. L'Omnium Printanier avec mon père sur le sac, ça a été un moment que j'oublierai jamais. Puis cette année, ben, je vous dirais qu'encore une fois, l'Omnium Printanier, une super belle ronde. Zéro attente. Je suis parti là vraiment avec le plaisir de juste vouloir aller jouer du bon golf. Ça sera une journée que je voudrais revivre. Puis bon, pour revenir un peu, faire une boucle sur ce que je vous parlais. La première fois que je suis arrivé à Bandon Dunes, on a joué plusieurs parcours, mais Sheep Ranch, ça a été pour moi une des plus belles journées de golf dans ma carrière. Et dernière question, quelle bouteille de vin qui t'a fait tomber en amour? J'en ai déjà parlé, mais le Masla Plana de la maison Miguel Torres, assurément un produit que j'affectionne particulièrement. Mais je veux finir avec ma recommandation et là, les adeptes du podcast ne seront pas contents avec moi. C'est une recommandation que je vais vous faire qui n'est pas disponible en SAQ. Par contre, je vous encourage, si jamais vous avez la chance de mettre la main sur des produits de la maison, Two Sisters à Niagara, donc les deux sœurs italiennes qui se sont installées il y a plusieurs années dans la région de Niagara, un énorme château. Euh, Leur rosé s'appelle Margot. Absolument délicieux. Donc, si jamais vous avez la chance d'aller à Niagara, je vous recommande fortement Two Sisters, qui est un produit, en fait, qui est une maison que j'affectionne particulièrement. Pour finir, un petit vin bonbon, là, disponible en SAQ et un peu par hasard, on m'a recommandé ce produit-là, donc c'est ma conjointe, en fait, qui a décidé, en fait, qui est revenue avec ça, que j'ai goûté à ce Riesling-là, absolument délicieux, et moi, un peu perplexe, j'ai dit, ben tiens, on va aller l'acheter. Puis j'ai le goût d'y goûter. Une bouteille que vous allez reconnaître très facilement, d'un bleu vif, clair, qui est écrit Relax dessus. Euh, et quand on parle de vin de soif, quand on parle d'un vin qui n'est pas compliqué du tout, qui se boit tout seul, qui se boit avec des entrées, qui se boit avec des sushis, qui se boit avec du poisson, avec des plats cuisinés sur le barbecue, donc un Riesling qui s'appelle Relax en bas de 20 à la SAQ, disponible dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de succursales. C'est un petit vin bonbon que j'ai appris à découvrir. Pas un vin compliqué, mais un vin qui est tellement, tellement délicieux pour le prix et surtout lorsqu'on met nos attentes aux bons endroits et qu'on se laisse peut-être permettre d'essayer quelque chose de nouveau. On fait des super belles découvertes. Donc, ma recommandation de la semaine, c'est le Riesling qui s'appelle Relax. Voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu sur moi, donc l'animateur, le golfeur, le directeur golf, ainsi que le sommelier. Si jamais vous avez d'autres questions que j'ai peut-être pas nécessairement répondu, je vous invite à m'écrire en commentaire ou de m'envoyer un message et je pourrai peut-être les aborder. Donc, c'était mon épisode avec mon invité qui est moi-même.
J'ai vraiment eu du fun à le faire. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis je remercie tous et chacun qui m'ont posé ces questions-là au courant des dernières semaines. Donc, je les accumulais. Et là, j'ai dit, tiens, on va faire un épisode avec Jean-Charles Côté. Alors, je vous rappelle que le podcast Autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Donnez-moi vos questions ou écrivez en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé. J'ai bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!